Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Erwan Naniabouchou, bonjour. Bonjour Peggy de Vic Dagba, bonjour aux amis auditeurs de Point 7 sur Diaspora FM et à tous ceux qui nous suivent, tous ceux et celles qui nous suivent depuis leur position. Nous sommes là pour décrypter l'actualité qui est bien riche par ces temps de crise, par ces temps également de présidents d'institutions qui viennent soutenir, qui viennent dénoncer un complot contre la société de l'État, par ces temps je pense que les sujets sont là et on va en parler tout à l'heure. D'accord, merci. Vous êtes analyste politique, en face de vous, un activiste politique, bonjour. Bonjour monsieur Peggy. Emmanuel Tambéré. Oui, c'est bien moi. Je salue tous les auditeurs selon la position. Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Bonsoir et nous sommes encore là. Voilà, nous sommes encore là ce soir pour partager avec vous l'actualité et ensemble nous allons passer de très bons moments. Tout à l'heure, je vous ai présenté comme étant un activiste politique, ce que vous êtes loin d'être, même si je sais qu'il y a quand même des choses à dire d'ici là. Pour vous, vous êtes pour l'instant activiste sur les réseaux sociaux. Je pense que je suis activiste sur les réseaux sociaux. On va rester là parce que il ne faut pas provoquer les politiciens. Voilà, c'est ça. Les gens sont très méfiants. Quand on rentre dans le domaine de définition des autres comme ça, ils se sentent bon alors. Donc restons là où nous sommes pour le moment. Vous êtes un Béninois, vous êtes citoyen béninois, vous avez donc votre droit le plus absolu d'avoir votre lecture de la vie politique nationale et même d'avoir votre creuset politique. Et c'est l'occasion, sur l'émission, on a quand même, on ne manque pas de dire ce que nous pensons et de proposer des choses. Donc, au-delà de tout, c'est déjà quand même, c'est déjà politique comme ça. Donc, n'effrayez pas en fait, quoi. Vous voyez ce que j'ai dit. D'accord. Personne ne va effrayer, personne ne sera effrayé non plus. Emmanuel Naniabouchou, le chef de l'État, le président Patrice Talon, semeur de paix, entre griffes, vient encore de faire parler de lui. Il vient de faire entendre raison aux frères ennemis, on va dire, au niveau de la mosquée centrale de Porto Novo, dit-on. Je pense que cette crise, pour me la cerner, c'est qu'il faut faire un petit historique de cette affaire. C'est qu'en réalité, il y a l'imam central de la mosquée de Porto Novo qui a passé l'âme à gauche. Et dans la foulée, à peine 3-4 jours après son décès, on a vu sur les réseaux sociaux l'image de l'installation d'un autre imam. Les noms, je ne les connais pas pour pouvoir en parler aisément. Mais l'image telle que vous voyez, l'image de l'installation, quand vous savez analyser ces images, vous sentez qu'il y a une forme de précipitation. Moi, tout de suite, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais pourquoi on se précipite comme ça pour l'installation d'un imam? On aurait pu quand même voir des gens assis posément et tout. Et donc, ça a été fait dans la foulée. Et zut, le lendemain, ou quelques heures après, on a appris qu'il y a la communauté musulmane de Porto Novo qui tout de suite s'est insurgée contre, qui n'accepte pas qu'on installe un imam de cette manière, qui n'accepte même pas de voir en celui-là l'imam central de Porto Novo. Oui, on dit que celui qui a été installé, et c'est un protégé du patriarche Karim Da Silva, vous connaissez bien de qui je parle, Karim Da Silva. Et donc, que cette guéguerre, ça c'est tout de suite et qu'on commence pas à contester l'imam central de Porto Novo. Patrice Talon, médiateur, je dirais charismatique, lui qui a su gérer la crise entre les célestes, qui avait au début géré la crise entre les protestants méthodistes. L'homme qui aujourd'hui se présente en médiateur, mais on n'oublie quand même pas que c'est aussi l'autorité qui est en train de parler en lui. Il a réussi à gérer la crise, il les a reçus en audience ce jeudi, et donc après des heures de discussion, il nous a dit que c'était pas des discussions à l'amiable, que ça a été vraiment chaud, tout. Il a quand même réussi à obtenir des protagonistes, que celui qui est installé soit maintenu, qu'il reste et demeure l'imam central de Porto Novo, en prenant sur lui, ou en prenant leur demandant d'installer un comité lequel va gérer les affaires de la mosquée, parce que derrière tout ce que vous voyez comme antagonisme et tout, sachez qu'il y a une question de gestion là. Et donc, désormais, un comité sera là pour gérer la mosquée avec l'imam en question. Est-ce que cette crise va la gestion
tel qu'on l'a présenté, est-ce que ça va rester comme ça pour toujours? Je ne sais pas, je ne sais quoi dire vraiment. Alors, Emmanuel Tambéré, voilà le chef de l'État qui, une fois encore, vient de s'illustrer de fort belle manière, en faisant entendre raison à des frères qui s'entendent pas. Dites-nous, est-ce que cette solution à cette crise-là, selon vous, aura des lendemains meilleurs? Oui, tout à l'heure, Emmanuel le disait, il faut voir d'abord toutes les casquettes que porte le médiateur qui s'est occupé de la résolution de ce conflit. Donc aujourd'hui, c'est quand même le président de la République qui interpelle les uns et les autres, qui les invite à une table de discussion pour trouver une solution. Et au-delà de tout, c'est pas facile de s'opposer au chef de l'État en face de lui. Donc c'est dit quand même que quelque part beaucoup de choses sont acceptées parce que bon, c'est le chef d'État qui nous a appelés, c'est une considération, il faut le respecter. Dans l'application de la décision qui a été prise, c'est sûr qu'il y aura toujours, il y aura quand même quelques chocs. Moi, j'entrevois ça. C'est dit quand même que l'imam, celui qu'on a installé, si on le diminue de ses prérogatives et que peut-être il ne joue qu'un rôle figuratif, c'est-à-dire qu'il est là juste pour être imam sans bénéficier de tous les pouvoirs d'un imam, il finira par se sentir inutile. Donc, les autres également qui vont peut-être, est-ce que il y aura quand même, à un moment donné, risque d'avoir encore un problème. Ce qu'il faut peut-être souhaiter, c'est que ce problème peut-être vienne pendant que Patrice Talon est encore là, pour trouver encore la meilleure solution. Sinon, si ça revient au moment où il n'est plus là, ça veut dire que ça aurait été juste une façon de couvrir le problème et d'agrandir la bombe, et ça va mal exploser. Moi, je pense que c'est une question quand même qui doit nous interpeller, qui doit interpeller toutes les confessions religieuses. Depuis un moment, on constate quand même de ces petits conflits-là au sein de confessions religieuses, et il faut forcément que le chef de l'État intervienne pour que tout se calme. Est-ce qu'il y a un problème de respect de tests? Est-ce qu'il y a un problème de tests d'abord? Peut-être qu'il n'y a même pas de tests en leur sein qui leur permet de prévoir, d'anticiper sur certains problèmes à venir. Et donc, dans ce cas, je pense que ceux qui sont encore là, qui n'ont pas encore eu de problème, prennent garde, et étudient bien les situations pour éviter que demain on entende encore que une autre religion ou une autre confession religieuse se retrouve aussi dans le même problème. Donc, je pense que le chef de l'État joue pleinement son rôle. C'est bien de calmer le jeu, de calmer la tempête, mais est-ce que quelque part ce n'est pas l'ouragan qui se prépare? Donc c'est la question que moi je me pose. Donc le temps nous dira si la résolution a été efficace, si ça a été vraiment accepté de tous, et je le souhaite. Si ce n'est pas le cas, je le souhaite que ce soit encore en présence du Patrice Talon pour que la solution soit réellement trouvée. Oui, mais même si le président Patrice Talon n'était plus en place, il y aura un autre président. Et ce serait toujours le président de la République qui pourra toujours faire prédominer sa voix. C'est pas votre avis? Bon, ça dépend de l'intérêt de chaque président à s'ingérer dans les affaires religieuses. Donc, vous savez que un président aurait pu dire non, ça c'est une affaire religieuse. Je ne m'en mêle pas. Donc, et peut-être que c'est quand il y aura caste, c'est quand il y aura que finalement on va dire non, les juridictions vont se saisir de l'affaire. Donc, vous voyez, au-delà de tout, ça dépend de la vision du président de la République par rapport à l'intérêt, voilà, j'allais dire l'intérêt du chef de l'État par rapport aux confessions religieuses qui existent sur son territoire. Donc, puisque ça, c'est quand même, on a dit que l'État est laïque, donc l'État ne s'implique pas dans les affaires religieuses. Donc, si un président vient qui veut sérieusement respecter cela, il risque d'avoir un vide, un médiateur de taille pour imposer quelquefois le respect des décisions ou de ce qui a été pris. Donc je pense que c'est la question que je me demande. Donc c'est clair quand même que si Patrice Talon part,
le prochain chef de l'État, s'il y a un problème, sera obligé quand même, parce que au-delà de tout, le chef de l'État, le président, avait déjà posé les bases. Donc, et l'État étant une continuité. Et l'État étant une continuité, ce que nous souhaitons désormais. Donc, tout qu'il s'implique également. Donc, bon, voilà, je veux quand même, au-delà de Patrice Talon, c'est que l'État se saisisse sérieusement de ces conflits qui peuvent troubler sérieusement la paix au sein de la population. Alors, Emmanuel Namboussou, est-ce que on peut pas quand même légiférer dans ce domaine, histoire quand même de prévenir ces genres de conflits qui, il faut le dire, se multiplient dans ce secteur-là, même si l'État est laïque, l'État peut quand même régenter un peu la vie de ces organisations religieuses, comme c'est peut-être le cas au niveau des ONG. Vous faites bien de rappeler, on a assisté à une série de crises dans ces différentes religions au Bénin. Et Emmanuel fait bien de rappeler qu'il y a eu des chefs d'État qui, au nom de ce principe sacro-saint de la laïcité de l'État, n'ont pas cru devoir s'immiscer personnellement, n'ont pas cru devoir d'autorité agir pour que ces crises-là soient résolues. Vous vous rappelez encore cette crise au niveau des protestants. C'est resté longtemps dans ce pays sans que personne ne puisse agir pour ramener la paix chez les frères, les fidèles protestants. Il a fallu que Patrice Talon vienne pour que d'autorité ou que par son management qu'il parvienne à régler cette crise-là. Encore que là, d'aucuns vous diront que c'est le feu qui couvre sous la cendre. Est-ce que les frères ennemis au niveau de l'église protestante réussissent aujourd'hui à se parler? Est-ce qu'ils ont réussi vraiment à faire table rase du passé pour vraiment agir ensemble? Je pense que de toute façon, il y a Camille. On ne note plus des guerres larvées, donc on peut considérer quand même que quelque chose a été fait. Oui, il y a accalmie, mais l'accalmie ne veut pas dire forcément que tout va très bien. Il revient à ses frères qui étaient en dissidence à l'époque de pouvoir peut-être sortir, de pouvoir faire, de pouvoir nous montrer que c'est réglé. Et vous faites bien de rappeler, de proposer qu'on légifère. C'est vrai qu'on dira qu'au nom du principe de la laïcité de l'État, que l'État ne peut pas légiférer, mais aujourd'hui par exemple, vous n'avez jamais vu dans l'église catholique, par exemple, un curé désigné dans une paroisse, ou bien, qui fasse grand bruit, ou bien qui fasse problème et tout, non. Parce que là-bas, il y a une organisation, il y a une parfaite organisation. Et aujourd'hui, on parle de la mosquée centrale de Porto-Novo. Comment fait-on pour que on ne puisse plus, assister à ces conflits-là? Si Patrice Talon n'avait pas pris ce dossier en main, peut-être qu'on aurait assisté à un carnage où vous aurez appris peut-être qu'il y a des morts, vous aurez appris qu'il y a eu des attaques et tout, à Porto-Novo, la capitale du Bénin. Donc je pense que ce qu'il faut peut-être faire, c'est comment on travaille à associer les frères musulmans, les députés musulmans, pour voir s'il y a possibilité de revoir, s'il y a possibilité de légiférer dans ce sens, de légiférer dans le secteur, pour que faut qu'on sache clairement quand un imam est désigné central, et on sait suivant quels critères. Quand cet imam en vient à passer de vie à trépas, qui est-ce qui peut le remplacer? Qui répond aux critères pour remplacer cet imam-là? Je pense que tout au moins pour les mosquées centrales des grandes villes du Bénin, on peut quand même faire en sorte que c'est à ce niveau qu'on puisse légiférer pour qu'on évite de tomber dans ces crises-là, dans ces travers et tout. Je crois que c'est le moment quand même de se poser les questions essentielles, parce que Emmanuel Tambéré le demandait tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont vraiment des tests clairs qui organisent un peu l'élection ou la désignation d'un imam, sa succession? Est-ce qu'on peut quand même chercher à comprendre et à organiser de manière assez précise ces genres de choses? Oui, c'est plutôt moi ce que je préconise par rapport parce que quand on parle de légiférer, c'est que on doit aller, peut-être l'Assemblée nationale doit proposer des lois et puis les députés doivent proposer des lois et on va. Donc je me dis peut-être au lieu que cela soit le cas, parce que Emmanuel a donné l'exemple de l'Église catholique, ils n'ont pas eu besoin d'une loi avant de pouvoir s'organiser entre eux pour que le respect s'impose, pour que le respect soit respecté. À ce niveau, vous savez que c'est une organisation centrale qui vient du Vatican et tout est vraiment millimétré, calculé, et puis ça ne souffre pas de contestation, vous le savez. Bien sûr. C'est un peu comme dans l'armée. Je suis d'accord. Mais je pense que ce que peut-être l'État peut faire pour peut-être éviter cela, c'est de s'assurer
qu'il y a des tests qui prévoient des remplacements. Et s'assurer que c'est respecté. Quand il y a décès, quand il y a ou bien il y a départ, il y a fin de, je pense, il y a plusieurs églises aussi qui sont quand même, qui sont pour le moment qui n'ont eu aucun problème parce que les tests sont respectés. Je prends le cas des églises Assemblées de Dieu également. Vous verrez que c'est des mandats, c'est un mandat. Lorsque le mandat du président finit, il y a élection. Et puis, voilà, s'il gagne, il gagne. S'il ne gagne pas, il s'en va. Il n'a pas en fait, c'est. Oui, mais le problème ici, c'est qu'il y a certains qui se croient en territoire conquis et qui, bien même quand le mandat est arrivé à échéance, je pense que eux, ils peuvent passer outre et continuer par diriger. Non, mais c'est plutôt ceux qui ont plutôt un pouvoir à vie, c'est-à-dire que c'est quand ils décèdent qu'on peut remplacer. Voilà. C'est là où il y a vraiment problème. Donc ça veut dire que il faut prendre en considération tous ces aspects-là, et l'État doit s'assurer quand même que quand une église veut demander son autorisation, il y a ce règlement intérieur-là qui existe et qui est clair et que c'est prévu. Qui prévoit tout. Qui prévoit tous ces aspects-là, qui prévoit ces cas-là. Donc, je pense que, et si ça a été peut-être loupé à un moment donné, pourquoi ne pas interpeller les églises parce qu'il y a une situation, parce qu'il y a un fait social qui existe maintenant. On voit que il y a au moins déjà 3 confessions religieuses au sein desquelles il y a eu un conflit de responsabilité. Alors, l'État peut demander alors à chaque église d'envoyer ces états, c'est-à-dire son règlement intérieur, et voilà, pour permettre à ce que tout soit clarifié. Ouais. Là où il y a des défauts, que l'État leur demande d'aller corriger tel endroit pour éviter des problèmes. Moi, je pense que bon, là, ça pourrait peut-être aider. Sinon, si on se lance dans la loi, si on commence par légiférer, bon, ça peut aussi toucher à certains principes des églises. Je pense que non, mais ce que moi je dis, je voudrais quand même qu'on soit clair. Les églises, pour moi, au Bénin, les associations confessionnelles, pour moi, au Bénin, obéissent à la loi 1901. Qui parle des ONG, associations, églises et consorts. On peut faire en sorte que dans ces associations-là, dans ces églises ou dans ces confessions religieuses considérées comme des associations, qu'on puisse aller vers, comme vous l'avez dit, un règlement intérieur, des statuts, d'accord, qui font en sorte que, oui, quand vous prenez pas le cas des mosquées, il y a des mosquées, des ruelles, on ne parle pas de ces mosquées-là. Où moi je peux avoir un emplacement devant ma maison, en faire une mosquée, c'est moi qui ai ma mosquée et les gens viennent prier là parce que partout on peut se retrouver à 5-6, on peut prier, d'accord? Mais je parle des mosquées centrales. On peut faire en sorte que les mosquées centrales des villes, des principales villes du Bénin, soient régies par ces tests-là pour que on ne puisse plus assister, parce que le jour où ça va nous surprendre, c'est quand à l'installation d'un imam qui ne fera pas l'unanimité, que les gens débarquent avec des armes, comment dit-on, les armes blanches, que des gens débarquent avec n'importe quoi et qu'on assiste à un carnage. Bien sûr. Ouais, donc je pense que on peut faire quand même en sorte que ces associations prévenir, ces associations puissent quand même éviter ces différentes crises à la longue. Je pense que c'est la meilleure solution plutôt que de gérer ces situations au cas par cas. Ça, c'est vrai. Et récemment, il y avait aussi le cas de la mosquée centrale de Kadiamon aussi. Oui. Il y avait aussi donc, ça veut dire que quand même, il y a des faits récurrents qui reviennent. Et c'est important quand même de trouver une solution. L'État a cette responsabilité-là, puisque les églises, les mosquées, les confessions religieuses sont installées sur son territoire. L'État a donc cette responsabilité de trouver le moyen qu'il faut pour éviter, pour prévenir de telles situations. Tout ce qu'on va retenir, c'est que Isha Ouala Loukor Samad est confirmé imam central de Porto Novo parce que Hamza Touzeifa est décédé. On va lui souhaiter bon vent, on va lui souhaiter, est-ce que c'est bon vent? Oui, on va souhaiter qu'il travaille à ce que l'unité soit retrouvé entre les frères musulmans de la ville de Porto Novo, parce que Porto Novo, quoi qu'on dise, je crois que c'est une cité où, à part les christianistes célestes, je pense que l'autre religion qui domine à Porto Novo, c'est la religion musulmane et tout. Après Djougou et tout, je pense que il faut travailler à ce qu'il y ait l'unité retrouvée au sein de la communauté. Mais il faut travailler à ce que, je pense que toutes ces situations interpellent le député.
S'ils ont pu légiférer, c'est vrai qu'on me dira que les royaumes, c'est encore un autre schéma, mais s'ils ont pu légiférer dans ce secteur, c'est qu'ils peuvent aussi légiférer au niveau des différentes religions, ou bien demander aux religions on trace un canevas et on demande à ces religions-là de venir s'asseoir dedans, de respecter, pour qu'on évite ça, parce que tout le monde n'a pas cette sagacité de Patrice Talon à intervenir dans les crises, à gérer les crises. On a vu, je l'ai rappelé, la crise au niveau de l'église protestante, ça a dépassé, ça a passé des régimes sans qu'on ait jamais pu régler. Il a fallu que Patrice Talon vienne pour que la crise soit réglée. On lui dit bravo, mais on lui dira de faire en sorte que cette crise-là, ces genres de crise n'interviennent plus dans le pays en légiférant. Voilà. Et on va lui dire de régler les crises, d'accord, mais de ne pas laisser les portes ouvertes. Oui. Merci beaucoup. Je profite pour clore ce chapitre pour dire quand même bonne fête à la religion musulmane qui célèbre ce week-end, je crois, le Ramadan, puisque le jeûne va finir peut-être dimanche ou samedi ou lundi. Ah, c'est vite fait. C'est vite fait. C'est 30 jours. C'est 30 jours de jeûne et déjà dimanche prochain c'est le 30, donc on serait déjà là. Merci beaucoup. Merci et bonne fête à vous, chers musulmans. On va passer à un autre sujet de cette émission. C'est bel et bien le communiqué du comité, on va dire, ou des présidents des institutions de la République qui dénoncent en fait cette tentative de coup d'État survenue dans notre pays et dont les auteurs auront été jugés et condamnés et qui sont donc au frais en prison. Et donc ce cadre de concertation a entendu dénoncer la chose, mais compatit à la douleur du chef de l'État et lui apaise le cœur. Emmanuel Niambossou, comment avez-vous vécu le fait? C'est vrai que ce communiqué peut paraître un peu bizarre, parce que compte tenu du timing choisi pour le faire. Mais quand on a y voir de près, on peut comprendre que les présidents d'institutions, signataires de ce communiqué, aient pris le temps nécessaire, le temps qu'il fallait pour analyser la situation. Parce que avant qu'une décision ne soit considérée comme définitive, il faut que ça puisse avoir ce caractère-là. Et donc, n'ayant pas interjeté appel de la décision, les désormais condamnés définitivement à ces différentes peines et à ces différentes amendes, ils savent désormais que ils sont condamnés, sauf si une loi intervenait ou sauf s'il y a une décision qui est prise par un chef d'État, soit Patrice Talon, par d'autres personnes, pour les gracier ou pour faire quoi que ce soit. Donc, pour le moment, on peut considérer que leur condamnation est définitive et donc ça peut susciter de la part des présidents d'institutions des commentaires. Donc, ils ont pris le temps qu'il fallait. Ils ont sans doute fait des recoupements en connaissant un certain Édouard Locaux. Je ne le vois pas en train de prendre cette position-là sans forcément lui-même fouiller. Vous savez que c'est un de nos doyens dans la profession et tout, qui se retrouve à la HAC aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez, il y avait le président du CES qui manquait à l'appel. Maintenant, il est installé. Et donc, toutes les institutions de la République ont désormais à leur tête les responsables qu'il faut, et donc ils ont produit un communiqué qui rappelle que le Bénin est un État démocratique et que seule l'élection confère le pouvoir à qui de droit. Et donc pour ma part, le communiqué, ça tombe comme cela se doit. On peut tout dire sur le timing, on peut tout dire sur pourquoi maintenant. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux tard que jamais. Le communiqué est sorti et ça condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force. Il faut prendre ça comme tel et évoluer. Je pense que c'est ma position. Oh. Emmanuel Tambéré. Oui, je pense que le timing, moi, me posait un léger souci quand même, parce que je ne sais pas s'ils attendaient que le chef de l'État se prononce d'abord avant de compatir à sa douleur. Bon, ça veut dire que, est-ce qu'il ne savait pas que le chef de l'État souffrait de la perte d'un ami, ou souffrait d'avoir transformé un ami en monstre? Je me pose, je ne sais pas si c'est pour cela, ou bien s'il fallait attendre que le président du CS soit installé pour que toutes les institutions soient représentées. Mais vous savez, chaque Béninois condamne cela, en fait. Je pense que c'est assez grave de penser qu'on peut prendre le pouvoir de cette façon. Donc tout le monde condamne l'acte
en fait, dans son contexte. Maintenant, là, toute l'intention même. Mais voilà, l'intention. Donc, je voudrais aussi, quand même, que le chef de l'État ne s'appelle pas trop, hein, de cela, parce que aujourd'hui, s'il a perdu un ami, si ça veut dire que quelque part, il doit quand même être assez méfiant par rapport aux agitations, à la bonne volonté de certaines personnes. Moi, je n'accuse de certains autres amis qui sont dans les parages. Enfin, vous comprenez bien, je veux pas me tromper dans mon dit, mais je veux aussi que le chef de l'État ne s'emballe pas. Ne garde pas trop sur ses lauriers. Exactement. Qui garde l'œil ouvert. Exactement. Si on soulève les verres, qu'on puisse voir qu'il y a toujours un œil qui soit ouvert pour s'assurer que, bon, finalement, ce n'est plus un autre qui soit transformé à autre chose. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous tous nous condamnons. C'est on ne va jamais nous associer à une idée, à une intention de coup d'État. Nous sommes dans un pays démocratique et nous sommes fiers de notre démocratie jusqu'à ce jour. Nous ne voulons pas qu'il y ait une tâche qui vienne encore aggraver cette démocratie-là. Alors, bon, c'est quand même bien, mais je pense qu'on aurait pu peut-être laisser à chacun le libre choix de le faire quand l'occasion se présente. Que bon, de le faire après autant de... C'est comme si on n'a pas envie qu'on oublie la situation, c'est comme si on n'a pas envie qu'on avance. Mais qu'est-ce qui me gêne dans le timing? C'est juste 2 mois après le verdict. C'était un fin janvier, un 30 janvier 2025, que le verdict final a été prononcé par la Cour. Aujourd'hui, nous sommes vers mars finissant, et c'est mercredi dernier seulement que le communiqué est sorti. Bon, qu'est-ce qui gêne fondamentalement dans le timing? Non, je comprenez que je ne suis pas contre, hein, je suis d'accord. En tout cas, si tout est fait dans une bonne intention, voilà, dans la vision de toujours rappeler que l'État, nous sommes dans un pays démocratique et que nous sommes contre les coups d'État. Si c'est dans ce contexte-là, oui. Mais si c'est pour plaire, si c'est pour peut-être caresser dans le sens des poils, c'est redevable au chef de l'État parce que c'est lui qui vous a nommé. Non, il peut aussi avoir d'autres interprétations, hein, qu'on peut avoir. Donc, puisque le chef de l'État dit que il a transformé son ami en monstre, c'est-à-dire qu'il avait même laissé beaucoup de largesse. Il y a beaucoup de personnes qui sont là grâce à l'ami. Bon, peut-être que dans ce contexte-là, les gens veulent rassurer que bon, non, on a fui l'ancien pour être... Non, vous comprenez bien. Hein? Donc, c'est pourquoi je dis que, attention, au-delà de tout, c'est une bonne action. Oui, c'est une bonne action. Mais que ça n'en donne pas aussi le chef de l'État qui doit toujours avoir un œil, surtout. Il lui reste encore 1 an, quelques mois, que tout se passe bien. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même une question pour vous, hein, parce que c'est vrai, c'est beau, le président des institutions de la République dénonce, condamne, compatisse à la douleur du chef. Mais est-ce qu'ils sont fondés à le faire? Parce que voilà des présidents d'institutions, mais dites de contre-pouvoir, parce que c'est des institutions qui, quand même, viennent pour tempérer les ardeurs du pouvoir. Est-ce que, par exemple, la Cour constitutionnelle, qui se devrait quand même d'être l'institution de régulation en matière de démocratie, dans cette affaire, quelqu'un peut décider, par exemple, de déférer cette affaire ou le verdict devant la Cour constitutionnelle. Voilà que elle a déjà condamné. Quel sera le sort, par exemple, d'une telle action? Je pars du principe, Peggy, que toute remise en cause de l'ordre constitutionnel entraîne une remise en cause de l'ordre institutionnel. Ça veut dire que si le coup fomenté, hein, vous l'avez rappelé tantôt, il y a quelques 2-3 mois, si ça avait marché, y compris le président de la Cour constitutionnelle, président de l'Assemblée nationale, président de la HAC, président du CES, président de ci, de ça, ils ne seraient pas là aujourd'hui à dire qu'ils sont présidents de quelque institution que ce soit. D'accord? Donc, oui, qu'il soit président d'institution de pouvoir ou de contre-pouvoir,
c'est de leur ressort, c'est de leur droit le plus absolu de condamner une remise en cause annoncée, une remise en cause intentionnelle de l'ordre constitutionnel. Donc, et vous savez comme moi que dans ce dossier de coup d'État, de tentative de coup d'État, il y a eu, ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision pour condamner le bataillon des avocats parce qu'ils n'auraient pas, ils n'auraient pas donné droit à la commission d'office d'avocats et tout. Donc, je pense que oui. Donc la cause est déjà entendue. La cause est déjà entendue. Et si Patrice Talon, c'est clair qu'il y a eu coup d'État. Personne ne peut remettre cela en cause. La cause est déjà entendue. Si Patrice Talon a eu c'est vrai que je condamne la chose, je condamne que ce ne soit pas avec nous autres journalistes quand même, nous avons une certaine expérience. Si Patrice Talon a eu le temps qu'il faut, 2 mois après, lui aussi, pour s'adresser à nos confrères à l'international qui sont venus au Bénin réaliser une interview pour leur dire qu'il a transformé un ami en monstre, ça veut dire que il a fait une préoccupation majeure. Sinon, il aurait pu leur dire, écoutez, le dossier est réglé, on n'en parle plus. Mais il a eu le courage, il a eu tout ce qu'il faut pour expliquer aux gens. Ça veut dire que ça le froisse en fait. Cela veut dire que vous lui donnez la communion sans confession. Non, oui, lui donne la communion. C'est lui. Écoutez, moi je ne connaissais pas Patrice Talon Boko Olivier ami. Il a fallu que Patrice Talon soit dans cette crise et tout pour qu'on sache. Donc, ça dit, tant que nous ne savons pas comment l'eau a fait pour rentrer dans le coco, vous et moi nous avons juste accepté, ou c'est pas comme le disait un professeur de mathématiques, il est démontré et nous admettons. Donc nous avons admis 2 amis qui sont au pouvoir depuis, et il dit que est-ce que vous aviez même le loisir d'être contre? Donc voilà, donc c'est lui qui sait comment ils sont amis, quel est le degré d'amitié qu'il y a entre eux. Encore que je le dis souvent, on ne choisit pas ses frères, mais on choisit ses amis. S'ils sont amis jusqu'à présent, s'ils étaient amis jusqu'à cette date-là, c'est qu'ils savent où se trouvait leur son intérêt commun. Donc, franchement, que Patrice Talon décide d'en parler, c'est que ça le froisse à un tel point qu'il a pensé qu'il faille faire appel à deux éléments, 2 journalistes de l'extérieur pour venir l'entendre. Qui vous dit que c'est pas ce dossier-là qui a fait que ils ont fait appel aux confrères de Jeune Afrique pour venir. C'est ce dossier, sinon, à part ça, il y a le dossier de 3e mandat. Patrice Talon l'avait déjà dit plusieurs fois. Donc, on pouvait ne pas faire cette émission-là. Mais je vous dis, si cette émission a été réalisée, le fil rouge de l'émission, c'était de revenir sur le cas tentative de coup d'État. Et ça a bien marché pour Patrice Talon. Aujourd'hui, il reconnaît lui-même qu'il a fait d'un ami un monstre. Alors, cet ami-là s'est entouré, il a tissé sa toile autour de Patrice Talon. Est-ce que la toile qu'il a tissée autour de Patrice Talon est maintenant défaite? C'est à ça que fait allusion mon ami Emmanuel, parce que si vous tuez l'araignée et que la toile est toujours là, le matin vous plongez la tête dedans, ça vous fait des fourmillements au corps et tout. Donc Patrice Talon doit, comme il a dit, avoir les ouvriers, il doit dormir un crocodile. Mais cela veut dire, Emmanuel Tambéré, que ici, parce que le chef a parlé, il a totalement raison, et puis le problème est réglé. Personne n'a entendu jusque-là son ami transformé en monstre. Non, mais le chef de l'État n'a parlé qu'après une décision de justice. Je pense que il y a eu procès, donc même si le procès où les mises en cause n'ont pas eu de défense, Emmanuel vient de le dire, le bâtonnier n'a même pas pu laisser, le jeu de commission d'avocats d'office se faire, par exemple. Non, nous ne sommes pas spécialistes comment on appelle, je sais pas, des jeux publics ou judiciaires. Oui, c'est ça. Donc, comprenez que ça, au début, ils avaient quand même des avocats. Donc, pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils ne pouvaient pas être reconstitués? Pourquoi? Donc, il y a quand même quelque chose qui se fait que nous n'avons pas forcément toutes les informations pour opiner là-dessus. Mais je pense qu'au-delà de tout... Mais vous opinez quand même. Oui, on opine. Donnez votre opinion. Sur ce que nous avons comme matière. Donc, ce que nous avons comme matière, c'est que ils ont été confirmés. Le coup d'État ils ont été reconnus coupables de tentatives de coup d'État. Donc, et ils sont, donc après cela, et si le président, quand le président dit que lui sait qu'il a rendu un ami monstre, ça veut dire que, au-delà de tout, même avant cette situation, il y avait déjà des faits
qui le faisaient quand même, qui ont commencé par attirer son attention sur les intentions de son ami, devenu monstre. Sur les agissements de son ami. Donc, il y a quand même, il a parlé, on ne va pas dire qu'il a eu le dernier mot, il a quand même, il est venu après que la justice ait confirmé ce que peut-être il redoutait. Donc, cela dit, les autres, moi je pense que les autres pouvaient intervenir, mais voilà, la façon dont ça a été fait, collégialement, c'est ça. Voilà. Vous avez quoi contre? Non. C'est authentifié pas notre président, le président de la HASC, Edouard Loko. Oui. Authentifié, moi j'ai lu ça, authentifié, parce que justement quand le communiqué est sorti, les gens ont pensé que c'était là. Pourquoi parlez-vous d'authentification? Parce que le président de la haute autorité a signé. En fait, ça donne. Qu'est-ce que ça ajoute? Non, c'est pas que ça ajoute quelque chose de particulier au communiqué, non, mais c'est au moins de savoir que dans tout le lot des présidents d'institutions, si c'est à lui qu'on donne l'occasion d'authentifier le communiqué, ça veut dire qu'il a quand même, il a du répondant, ça veut dire qu'il a du mordant, ça veut dire qu'il est respecté, Edouard Loko. Pour vous dire ceci, pour vous dire simplement que quand mon ami Emmanuel dit... Quand Emmanuel Boussou salue et sabre le président de la République, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Écoutez, quand les gens font allusion à cette histoire ils n'ont pas eu droit à des avocats. Est-ce que si vous avez suivi le procès, à un moment donné, il y a l'avocat de la partie civile, donc l'avocat qui défendait l'État, qui a fait produire un acte d'huissier pour dire que les accusés ont été assistés constamment d'avocats dans la salle, puisque c'est ce que les gens ne disent pas. Quand les avocats se sont déconstitués, il y en a qui sont restés constamment dans la salle, même s'ils n'ont pas plaidé ou même s'ils n'ont pas pris part au débat. Et ça quoi? Moi j'ai espéré. Ça a quelle valeur? Moi j'ai espéré. Non, la présence de l'avocat dans la salle, non, mais oui. Ils échangeaient avec les accusés et tout. Ça c'est les non-dits de ce procès. Vous savez, moi j'ai espéré quand ils sont déconstitués, que 2 jours après, ou 1 jour après, j'ai plus la chronologie de la tête, le ministère public a demandé qu'on fasse un passage en force. Il y avait des avocats dans la salle. Moi j'ai espéré automatiquement que d'autres avocats se constituent. Vous savez... Mais tel n'a pas été le cas. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Les avocats auraient pu... Qui peut savoir? Les avocats, s'ils avaient assisté à ce procès, auraient pu semer un doute profond et certain dans le dossier. Parce que ne pas défendre des gens dans un cas comme ça, c'est les conduire à l'abattoir. Vous savez, excusez-moi, je ne suis pas dans un déni de justice et tout, mais je pense qu'ils ont eu des stratégies qui ont fait flop. Ils auraient dû... Quand la juge, quand la composition est revenue et a dit on fait le procès, moi j'ai vu une jeune avocate qui avait les cheveux emmêchés et tout, qui est venue dans la salle, qui a attaché ses mèches derrière. Je me disais bon, ça veut commencer. Parce qu'il suffisait juste qu'elle dise je me constitue aux intérêts de telle personne, et donc vous savez elle n'avait pas intérêt peut-être. Non, c'est vous dire quoi? Non, écoutez, vous savez, dans un dossier, dans un procès comme ça, il y a toujours des stratégies, des contre-stratégies, mais le gros problème que moi j'ai eu en tant que chroniqueur judiciaire, c'est que ces stratégies qu'ils ont montées, il lui a manqué un peu d'ajustement. Ils devaient actualiser les choses à un moment donné et même demander qu'est-ce qu'on fait, parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui tente de passer en force, vous changez de stratégie. Mais est-ce que la loi était de leur côté pour qu'ils puissent vraiment se rattraper? La présence d'un avocat dans un procès, à moins que cet avocat ne connaisse pas son job, ça a toujours créé un doute, ça a toujours joué, ça a un rôle prépondérant. Même si, à un moment donné, même si le juge fait un passage, même si le juge ne croit pas entendre, il sera dit, et déjà que nous, journalistes, il y avait plus de... dans la salle d'audience le jour-là, la moitié de l'auditoire, c'était des hommes des médias comme nous. Et donc la présence des journalistes dans la salle, ça donnait un certain crédit, ça donnait une certaine visibilité à ce procès. Ils auraient dû changer de stratégie et se constituer. Donc on se constitue et puis on dit on revient dans le procès, puis puisque vous voulez faire un passage en force, on vient dans le procès. Mais si la défense avait l'impression que tout était joué d'avance et que malgré toutes les stratégies qu'ils adopteraient, ça ne servirait à rien, pourquoi voudriez-vous qu'ils se constituent forcément? La défense dans un procès a toujours eu des idées. Tout peut être joué d'avance, tout peut être joué en retard, tout peut être joué après et tout. Mais je vous dis, dès lors qu'il y a des journalistes dans la télé, dès lors qu'il y a la presse nationale comme internationale dans la salle, la présence des avocats aurait pu
aurait pu jouer, ne serait-ce qu'aurait pu faire planer une once de doute. Mais là, le doute est là. Parce que moi, j'ai échangé, les avocats qui m'ont dit, ils n'auraient pas dû se déconstituer, ou alors quand ils ont voulu se déconstituer, ils auraient dû, une fois qu'ils ont vu qu'il y avait un passage en force, ils auraient dû revenir dans le dossier pour ne serait-ce que faire traîner. Ils auraient pu faire constituer d'autres jeunes avocats qui vont demander au président, écoutez, nous venons de nous constituer, donnez-nous 2 jours, 3 jours pour prendre conscience du dossier. Ouais. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est-à-dire, ne serait-ce que faire languir un peu le procès, faire traîner un peu le procès, parce que c'est aussi ça ce que les avocats déconstitués voulaient faire jouer dans le procès. C'était de gagner du temps. Donc, si moi je viens en tant que jeune avocat, je dis, je me constitue une telle personne, monsieur le président, je vous demande franchement, excusez-moi, de me donner une semaine, le temps de prendre conscience du dossier, parce que c'est un dossier lourd. Le président ne pouvait pas ne pas donner suite à ma demande. Mais là, moi aussi, je me pose une question, hein. Il voulait gagner le temps. Pourquoi? Enfin, ils ne sont pas gênés d'être en garde à vue là-bas. C'est ça qui m'étonne, en fait. J'ai eu aussi ce sentiment qu'ils n'étaient pas pressés que le procès se fasse. Pourquoi? Est-ce que les conditions, Peggy en introduisant dit qu'ils sont au frais, et je croyais que là-bas c'est le show, mais là, s'ils sont au frais, il y a beaucoup de raisons. C'est juste une expression pour dire qu'ils sont gardés bien quelque part à disposition de la justice. Ok, d'accord. Mais je me demande quand même pourquoi ils n'étaient pas pressés. Ça, c'est une question que je me pose depuis. Pourquoi le temps de la justice, on peut faire une thèse dessus, hein. Vous savez, quand ça va vite, ça va à la condamnation. Ça va à la condamnation. Moi, j'ai appris dans la période qu'il y en avait qui s'offraient un médiateur et tout dans cette crise. Peut-être que si ça traînait jusqu'à présent, Patrice Talon aurait eu le temps d'entendre raison, d'entendre ceux qui veulent intervenir dans le dossier pour que il n'en aille pas à la condamnation. Je pense que, vous voyez, c'est-à-dire que, honnêtement, c'est en cela que je dis, vous avez, Dieu ne vous donne jamais tout. Vous êtes grand homme, vous êtes homme riche et tout. Vous avez besoin de petites gens comme nous pour vous aider à des moments donnés à trouver des stratégies. Parce que, oui, quand les gens pensent que bon, quand ils sont riches, ils sont à l'aise, ils sont tout, que ça va et tout, ils passent, non. Même le plus riche a besoin de quelqu'un pour lui essuyer la chaussure. Le shoemaker, il a besoin de quelqu'un pour laver son véhicule. Pour laver son véhicule. Pour laver ses dessous. Pour laver ses dessous. Pour lui nettoyer, comment dit-on, les toilettes et tout, il a besoin de ça. Donc, il faut que les gens, à un moment donné, se disent, oui, même si je suis riche, je peux me référer à des gens, à des jeunes, des gens qui sont parfaitement inconnus, pas seulement à leur cercle fermé. Ils pensent qu'ils ont un cercle fermé. Il n'y a pas de cercle fermé dans cette vie. Il n'y a pas de cercle fermé dans cette vie. Tout le reste, c'est des conneries. Et puis, ils sont là et après, ils tombent dans les panneaux. C'est dommage. C'est dommage que des situations comme ça arrivent à ce pays et que le chef d'État dise devant les médias internationaux qu'il a transformé un ami en monstre. Cette expression, ça va rester longtemps. Et aujourd'hui, le fait d'avoir dit ça, ça remet en cause le principe même de l'amitié. Aujourd'hui, vous avez un ami, vous vous dites, ah, est-ce que c'est pas un monstre qui est à côté de moi? C'est pas bon. Ce n'est simplement pas bon. Alors, les présidents d'institutions se sont prononcés contre ce coup d'État. Ils vont en rester là? Mais la décision est sortie, ils sont venus exprimer leur soutien au chef de l'État pour rassurer le chef de l'État que toutes les institutions le soutiennent puisqu'ils ont compati aussi à sa douleur. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Je crois que c'est fini. Les intéressés sont condamnés. Bon, plus rien ne reste à peut-être si une grâce présidentielle venait, ce qui n'est pas assez évident de sitôt. Plutôt gracier un monstre qu'on a fabriqué soi-même. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout, ce n'est pas envisageable pour nous, en tout cas. On ne sait jamais. Donc, ce qui est sûr, nous sommes, comment on fait, le temps passe, hein. Je crois que nous sommes à un temps où on va pas toujours laisser les anciens problèmes nous tenir. Il y a des sérieux devant là, parce que nous sommes en 2025 et c'est 2026 qui s'annonce. Oui. Donc je pense que il vaut mieux ranger cela dans le placard, puisque tout est déjà fait, tout est déjà arrangé. Maintenant, et se concentrer sur la transition,
les questions qu'il faut se poser, c'est que à la même occasion, le chef de l'État a dit que lui ne veut pas que un parent ou quelqu'un de son clan le succède. La question c'est d'où viendra-t-il? Qui vient? Voilà, c'est les questions sérieuses maintenant sur lesquelles nous voulons maintenant voir les institutions ou bien enfin les personnalités, voilà, s'exprimer pour nous donner de la matière. Et la crainte dans ce dossier, c'est quand Patrice Talon dit effectivement qu'il ne veut pas que quelqu'un de son clan lui succède. Il ne faut pas qu'en allant chercher loin, qu'il aille tomber sur une personnalité ou quelqu'un un lion blessé ou quelqu'un qui croit ami, mais qui serait également un monstre. Vous comprenez un peu vous voyez un peu le bon sens de lecture. Il dit, je ne veux pas quelqu'un de mon clan pour me succéder. D'accord. Oui, on est d'accord, Monsieur le Président. Oui, c'est normal, parce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas qu'on assure. C'est vrai que moi, je ne suis pas admis à donner mon point de vue dans l'émission parce que c'est vous qui l'a faite. Mais moi, j'ai quelques appréhensions quand il dit je ne veux pas que ce soit quelqu'un de mon clan. Oui. Ça veut dire qu'il veut. Il y a un problème. Exactement. Ça veut dire qu'il veut que ce soit quelqu'un d'ailleurs. Et pour quelqu'un qui connaît Patrice Talon, quelqu'un qui aime bien les venus de France, les venus d'ailleurs, vous voyez un peu, il a fallu. C'est possible qu'on aille vous chercher quelqu'un qui est resté outre-mer pendant longtemps et qui revient. Non, peut-être qu'il est déjà au pays. Peut-être qu'il est déjà au pays, il est en Soudine là. Il a fait tout ce temps. Non, peut-être qu'il est là et puis il est là, il est tranquille. Peut-être quelqu'un qui moi, je vois certaines personnes. Mais est-ce que le chef de l'État peut-il choisir aujourd'hui un dauphin qui ne soit pas de son clan? Dites-moi, je veux comprendre. Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que quand il dit, si c'est limité à la famille, là, d'accord. Mais quand on dit clan, mais le clan du chef de l'État. C'est la mouvance présidentielle. Est-ce que quelqu'un peut lui succéder hors de la mouvance présidentielle aujourd'hui? C'est vrai que le chef de l'État lui-même n'appartient à aucun parti politique. Ça veut dire que il peut s'arranger pour que les partis qui le soutiennent, portent une candidature. Mais si cette personne-là n'est pas en tout cas, nous sommes. C'est pourquoi 2026 m'intéresse. Où allons-nous retourner le chef de l'État pour nous clarifier le concept de clan? Au fond, c'est une très belle équation. Parce que si vous prenez aujourd'hui, quand on parle de clan, c'est quelqu'un avec qui vous avez géré des dossiers ensemble. Moi, je définis le clan comme quelqu'un. Non, mais le clan est plus élargi. Oui, en fait, si on va tous ceux qui se reconnaissent à travers vous. Stricto sensu, on va rester dans la définition. Qui sont votre. Ça veut dire que même là où Benoît est, pour avoir été l'avocat de Patrice Talon, il est du clan de Patrice Talon. Bien sûr. D'accord. C'est complexe, c'est compliqué. Patrice Talon est en train de nous dire peut-être qu'il ira chercher quelqu'un qui n'a jamais. Est-ce qu'il n'a jamais servi avec lui? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire que son candidat viendra alors de l'opposition? Ah, non, mais ça va être compliqué. De toute façon. Puisqu'il dit que la personne ne viendra pas de son clan. De toute façon, son clan, c'est la mauvaise présidentielle. De toute façon, si on fait recours à l'histoire politique de ce pays, aucun président de la République n'a réussi à imposer son dauphin. Ou alors, oui, aucun président de la République n'a réussi à imposer son dauphin. Ça, c'est un bon décryptage. Quand vous prenez, comment dit-on, quand vous prenez Kérékou, quand il partait, il n'avait pas dit que c'était Yaïboni mon dauphin et tout. Biotchane qui pensait que Kérékou allait prendre sa main et le porter candidat, qu'il était le dauphin désigné, naturel désigné, il n'a pas pu, c'est Yaïboni qui a pris le pouvoir. Quand Yaï partait, il a voulu nous imposer Zissou, les gens l'ont laissé proprement avec son Zissou et s'en chez Patrice Talon. Donc aujourd'hui, Patrice Talon peut bien se taire, mais tirer la ficelle sur un candidat qui va se révéler. Moi, j'entends des noms, et dans le long, quel nom par exemple? J'entends des noms, je vois des gens qui vont sortir de nulle part. Vous allez penser que c'est des candidats désignés comme ça par des trucs, alors que Patrice Talon a sa main derrière, comme il s'est d'ailleurs bien téléguidé, comme le disait Pascal Todinou, il s'est fait guidage. Mais ça, je demande donc que peut-être qu'on ait une émission spéciale là-dessus, ou peut-être qu'on pourrait, au cours de laquelle on va peut-être sortir des noms, on va opiner sur des noms pour voir
Quelles sont les chances? En tout cas, je pense qu'il y a de la matière à côté là. Donc, j'espère que vous n'avez pas glissé sur le terrain de la diffamation. Parce que tant que les gens n'ont pas dit leur intention que vous venez citer dans une affaire de candidature, en tout cas. Ben voilà, peut-être pour solutionner cette équation, nous sommes à 10 minutes de la fin de cette émission. On va aborder le troisième sujet, c'est le cas de concertation en gestation des anciens présidents d'institutions. Peut-être que c'est pour solutionner cette équation-là que ce cadre-là est en train de vouloir connaître le jour. Je veux parler de Boni Yayi qui, ma foi, va de gauche à droite. On l'a vu chez Rumbédi, on a vu Rumbédi chez lui, et on l'a vu chez Bruno Amosso, on l'a vu chez Soglo. Bref, comment on peut vraiment voir cet activisme de ce côté-là? Si vous voulez qu'on fasse un peu de la démocratie adaptée aux réalités africaines et béninoises en particulier, je fais partie de ceux qui pensent honnêtement et sincèrement que quand on a été président d'une institution du Bénin, que quand on a fini et qu'on a pris sa retraite, qu'on puisse se retrouver dans un creuset, mais un creuset sacré. C'est-à-dire quoi? Je pense qu'il est temps qu'on crée, qu'on légifère là-dessus, qu'on puisse par exemple aller à la création, je sais pas, pourquoi ne pas appeler ça sacré collège? Un sacré collège dans lequel il y a une obligation stricte de réserve. Il y a le sacré collège au Vatican. Oui, bon, oui, on peut aussi. Dans le regretté et vous voyez que tout ce qui touchait à l'Église catholique, le sacré collège n'a jamais pu sortir, personne n'a pu sortir de ce sacré collège pour venir porter un son de cloche contraire à ce qui se fait au Vatican. Donc, on peut créer un collège comme ça, mais légiférer là-dessus, ou quand vous avez fini de gérer les institutions de la République, vous vous retrouvez dedans et on vous consulte pour des questions d'envergure nationale. Donc, aller vers la création d'un cadre de concertation, encore que là, le cadre intervient en pleine période préélectorale, et ce qui ouvre la voie à beaucoup de supputations, déjà portées par Yayi Boni, qui ne s'entend pas, dont le parti politique ne s'entend pas avec le pouvoir en place. Boni Yayi qui a toujours été l'ennemi de Patrice Talon, alors qu'il était des amis. Ça veut dire que, affaire de monstre, ami devenu monstre là. C'est pas d'aujourd'hui, c'est historique pour Patrice Talon. Donc oui, aujourd'hui, que des amis d'antan se retrouvent aujourd'hui à fabriquer des monstres et tout, je pense que Patrice Talon devrait également faire attention là à ce niveau, parce que quand vous voyez des gens qui commencent pas à se parler, Bruno Amosso, Rumbédi, d'ancien président, Kolaolé Idi, qui a reçu et tout, c'est ceux qui vont s'entendre pour peut-être aller voir Patrice Talon. Qui sait? Peut-être que c'est pour proposer un bon candidat, un bon dauphin à sa succession. Le candidat n'a pas sorti de son camp. Peut-être qu'on va nous sortir. On va le proposer. C'est ça, peut-être qu'on va nous sortir des noms et tout. Et bon, voilà. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Mais le timing de création, le timing intentionnel de ce cas de concertation, ça pose pour moi problème. Oui, moi aussi. Oui, je pense que c'est pas facile. Vous savez, quand vous prenez toute personne qui a été passionnée de son activité, c'est difficile à un moment donné qu'on lui demande de s'arrêter, qu'il croise les mains, que ce soit possible. Il y aura un moment où on va même avoir un président de la République qui sera peut-être beaucoup plus jeune, qui va faire ces 2 mandats et qui va finir très jeune. Celui-là, on va le dire de rester sans rien faire. Je pense que c'est là peut-être que le cadre de concertation là peut régler un problème, peut permettre à ce que après les gens se sentent utiles, les gens se sentent toujours impliqués dans la gestion de l'État, mais de façon consultative. Il parlait je crois, ça s'appelle collège. On peut parler aussi d'un cas des sages de la République. Quelqu'un qui a géré une institution, c'est que quelque part il a acquis beaucoup d'autres, il a vu beaucoup de choses. Il y a des secrets, il y a une façon, il ne peut plus s'exprimer. Pourquoi ne pas sortir l'expression au Conseil de la République, un peu comme bien sûr, pas Monsieur de Souza par exemple, oui. L'institution sortie de la conférence nationale. Voilà, donc vous voyez, pour permettre à ceux-là
de toujours être actifs dans leur passion, hein, parce que quelque part c'est une vocation. La politique, c'est pas facile de dire à quelqu'un qui était engagé, qui avait une troupe, après un moment qu'on lui dise que bon, pour toi ton temps est fini, va te ranger, et que ce soit possible. Ouais, comment il a été actif sur le terrain pendant ces 10 ans. Il va finir par le dire, bon, tu es chef d'État, on le lui a déjà dit. Mais là, il a trouvé le moyen c'est ça, de se maintenir. De l'eau à votre mollet. Le président de la République au Bénin, il a tous les pouvoirs. C'est le Dieu. C'est notre Dieu au Bénin ici. Président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, chef des armées, président du conseil de la magistrature. Celui-là, c'est quelqu'un qui a gouverné le pays à ce niveau. En temps normal, quand il quitte le pouvoir, on crée au conseil de la République. Dedans là, tout se retrouve dedans. Ouais. Et ils ont des obligations, ils ont des obligations de réserve, ils ont des secrets à garder. Parce que, figurez-vous, quelqu'un, par exemple, qui a gouverné ce pays, président de la République, si le Bénin avait été détenteur d'une bombe atomique, ça veut dire qu'à un moment donné, il a su flirter avec cette bombe-là, avec ce code-là. Et donc, on ne peut plus laisser celui-là aujourd'hui en train de se promener dans la ville, dire qu'il est président de notre parti politique. Non, je pense qu'il faut que dans ce sens, dans le sens de la relecture de la Constitution prochainement, qu'on puisse travailler à ce que tous ceux qui ont servi le Bénin à un certain niveau de responsabilité soient placés dans ce creuset que je pourrais dénommer au Conseil de la République. Pour faire peut-être honneur également à notre prélat, Monseigneur Isidore de Souza, qu'on a connu pour l'immortaliser. Et je pense que si ce cadre avait existé, quand Yaya a quitté le pouvoir et que FCBA a été dissous et éparpillé, il ne se serait pas peut-être retrouvé dans un nouveau parti politique qui va. Donc, puisqu'il a envie d'être utile, aujourd'hui, il est à la tête d'un parti politique qui est un parti de l'opposition de gouvernement en place, qui peut mettre un peu en mal sa position dans le cadre de concertation. Il ne dirait même pas à ce niveau. C'est ça. Donc ça veut dire que au-delà de tout, ça va régler beaucoup de problèmes. C'est une bonne idée pour vous que ça se concrétise dans les bonnes intentions. Merci à vous. Merci, chers débatteurs. On plie à la tâche, je peux vous l'assurer. Vous avez encore une fois servi votre nation. Vous pouvez rentrer tranquillement chez vous. Merci d'avoir été là. Merci, Dagba. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM.